Bonsoir, donc, merci d'être venu ce soir. Voilà, donc pour assister à la première conférence en fait, du cycle sur la vie, parce qu'on a fait une table ronde, mais on n'a pas encore vraiment entamé le cycle. Donc on a la chance de recevoir Caroline Aignon sur la question en fait, des soins palliatifs en relation avec toutes les problématiques bioéthiques que cela peut poser. Donc Caroline Aignon qui est chef de service de 2 soins palliatifs, de deux services de soins palliatifs, voilà. Les deux dépendent de l'hôpital de La Roche-sur-Yon, du CHD, et qui donc, par ailleurs, entreprend depuis quelque temps toute une réflexion sur ce que c'est que le soin palliatif. Et donc nous, on s'est dit que c'est curieux, vous allez me dire, de commencer tout ce cycle par des questions qui sont liées à la mort, mais l'idée c'est que tant qu'on n'est pas mort, eh ben, on est vivant. Voilà. Merci Caroline. Bonne synthèse. Alors oui, donc moi je suis médecin de soins palliatifs depuis déjà une quinzaine d'années. C'est peut-être un peu proche là. Donc voilà, je suis médecin sur le CHD de La Roche-sur-Yon. Donc vous allez découvrir un petit peu au fur et à mesure des diapos justement comment on travaille en soins palliatifs. L'objectif c'est de vous faire découvrir ce que c'est et puis justement de vous montrer qu'en effet, tant qu'on n'est pas mort, il y a encore de la vie. Et donc c'est vraiment notre objectif en soins palliatifs, c'est vraiment d'essayer de soutenir cette vie qui reste, quelle que soit sa qualité, pour justement vivre jusqu'au bout. Alors, évidemment, je suis médecin, je ne suis pas psychologue, donc j'ai une vue très médicale, je suis désolée, mais voilà, il n'empêche que je vais quand même vous faire partager mon quotidien en soins palliatifs. Alors, j'avais une première question, je vais le faire peut-être comme ça, ce sera plus simple. Que représentent pour vous les soins palliatifs? Ou, pour peut-être un peu plus simple, qu'est-ce que ça vous fait quand vous entendez l'expression soins palliatifs? Qu'est-ce que vous vous dites? L'objectif, c'était de faire justement une image de mots, mais bon, vous allez me dire à l'oral, ce sera aussi simple. L'objectif, c'est de participer. On n'est pas très nombreux. Soulager la douleur. Soulager la douleur, oui. Quand quelqu'un va mourir. Quand quelqu'un va mourir, oui. Accompagnement. Oui. Sérénité. Sérénité. Vous êtes plutôt calé, hein, parce que généralement, c'est pas ce qu'on nous dit. Qui est malade et qui va mourir. Ouais. Comme la démocratie. Manque de soins palliatifs en France. Ouais. Les plus jeunes là-haut, là. Ça vous parle pas? J'ai jamais entendu parler. Vous pouvez y aller. Mort douce. Mort douce, ouais. Calme et apaisé. D'accord. Et stressé parce qu'il y a la peur aussi. Ouais. La peur de quoi? D'affronter la mort. La peur de la peur. Parce que c'est peut-être pas évident non plus, même si on sait qu'il y a beaucoup de temps à vivre. C'est peut-être pas évident de se dire dans 3 jours je serai morte. Ouais. Moi j'ai pas envie de me le dire aujourd'hui, là, je vous le dis. Je sais pas si quelqu'un a envie. Bon, ben, je crois que je ferai sans micro. Oui, donc en effet, bon, vous êtes plutôt optimiste, parce que la plupart quand même des gens, quand on leur dit soins palliatifs, ben, ça fait plutôt peur quand même, parce qu'en effet, on commence à aborder un sujet qui est un petit peu tabou en France quand même, c'est la mort. Et justement, c'est tout ce qui va environner ce décès. Et c'est comment est-ce que nous, on peut justement accompagner les patients, les proches, au cours d'une maladie grave, qui va pouvoir entraîner le décès, en effet. Alors, les différents sous-chapitres de cette soirée, donc c'est quand est-ce qu'on est en soins palliatifs? À qui s'adresse-t-il? Quels sont leurs objectifs? Ça, on a commencé un petit peu à y répondre. Et comment est-ce qu'on les met en œuvre? Et surtout, moi, la partie qui me paraît, moi, le plus intéressant, c'est comment est-ce qu'on fait pour prendre une décision en soins palliatifs, ou plutôt comment est-ce qu'on fait de l'éthique au quotidien. Moi, j'avais un petit peu retenu ça pour cette soirée,
justement, c'est qu'est-ce que c'est que l'éthique. Et donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu, ou en tous les cas, on va discuter un peu ensemble de comment est-ce qu'on fait de l'éthique en santé et comment est-ce qu'on prend en soin, comment est-ce qu'on prend en charge les patients au quotidien à l'hôpital. Alors, est-ce que vous savez un petit peu quand est-ce qu'on est en soins palliatifs? C'est quoi la fin de vie? Moi, j'imagine que j'ai l'impression que quand on est très malade et qu'il n'y a plus rien à faire et qu'on attend la mort et pour éviter de souffrir, que ce soit un peu plus lourd, on va en soins palliatifs. Ouais, c'est pas mal. Alors, c'est quoi une maladie très grave? Une maladie, Jean-François, Ouais, c'est ça. AVC, Ouais, c'est ça. Ouais. cardiaque, quoi. C'est ça. Quand? La médecine de plaisir. Ouais, c'est ça. C'est quand on ne va pas réussir à guérir la maladie. En effet. Et ça peut être très très précoce. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, voilà, juste avant de venir, c'est que en fait, on peut vivre une vie entière en soins palliatifs. Toutes les maladies chroniques congénitales, et ben en fait, on est en soins palliatifs à partir du moment où on est, parce que on ne va pas pouvoir guérir de cette maladie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la mucoviscidose ou de certaines maladies hématologiques. On n'a pas de traitement pour les guérir et pourtant on vit, les patients vivent avec toute une vie et ils sont en soins palliatifs de cette maladie-là. Il n'empêche qu'ils peuvent très bien vivre avec une maladie chronique. Et pourtant ils sont quand même en soins palliatifs. Donc les soins palliatifs, ce n'est pas que la fin de vie. Mais dans ce cas-là, ils sont pas hospitalisés. Non. Ouais. On n'a pas besoin d'être hospitalisé pour être en soins palliatifs. Oui, on peut être chez soi. Oui. Et c'est tout l'enjeu justement des politiques de santé, c'est de pouvoir justement prendre en charge les patients en soins palliatifs partout où ils vivent. Que ce soit à la maison, dans les EHPAD, dans les centres hospitaliers. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir faire des soins palliatifs partout. Donc c'est vraiment très large les soins palliatifs. Et ça, c'est hyper important parce qu'il faut aussi pouvoir, entre guillemets, dédramatiser le terme soins palliatifs, parce que plus on prend en charge précocement les patients, plus on peut justement décider avec eux ou réfléchir avec eux du projet de soins et surtout de leur projet de vie. Parce que comme ça ils ont progressivement le temps de se faire à l'idée qu'ils ne vont pas guérir de leur maladie et de pouvoir apprendre à vivre avec. D'accord ? Alors, donc les soins palliatifs ne s'adressent pas uniquement à des personnes en fin de vie, mais donc à toute personne atteinte d'une maladie grave et évolutive. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça ne doit pas être un dernier recours. L'objectif, c'est vraiment que ça s'applique simultanément, donc c'est en même temps que les autres traitements de la maladie. Ça, c'est un petit schéma qu'on montre régulièrement pour essayer de mieux faire comprendre. C'est que quand on a une maladie, quand on est médecin, nous, on va faire un diagnostic de la maladie. Il y a certaines maladies, on va réussir et on a une forte probabilité de pouvoir les guérir. Par exemple, une infection du poumon ou une infection urinaire. Dans la majorité des cas, on va réussir à guérir la maladie. Donc, c'est ce qu'on appelle être en phase curative. On va pouvoir mettre un traitement qui va permettre de guérir la maladie. Et puis après, il y a toutes les maladies où on sait qu'on ne va pas réussir à les guérir. Il y a des fois, on arrive à ralentir la maladie. Ça, c'est le cas de la plupart des cancers. Et d'autres fois, malheureusement, on va être obligé d'accompagner les patients pour tout au long de leur maladie qu'on ne va pas pouvoir guérir. Par contre, peut-être qu'on va pouvoir guérir de ce qu'on appelle des pathologies intercurrentes, c'est-à-dire d'autres choses qui arrivent en même temps. Ça peut être le cas, par exemple, de la maladie d'Alzheimer. Ces patients, donc, ce sont des patients qui ont des troubles de la mémoire, c'est une désorganisation de la pensée. Et ces patients, par exemple, ils ont souvent ce qu'on appelle des troubles de la déglutition. Ils ont du mal à avaler et ils peuvent faire des fausses routes. Entre autres, ils font des fausses routes à répétition et donc ils font souvent des infections pulmonaires. Et ce n'est pas parce qu'ils ont une maladie d'Alzheimer, donc ils ont un problème neurologique, qu'on ne va pas les guérir de leur maladie de l'infection pulmonaire. Donc l'objectif, c'est de pouvoir prendre en charge cette infection du poumon, mais tout en accompagnant la maladie d'Alzheimer. D'accord ? Et donc nous, à chaque fois qu'on va être en face d'un patient, on va pouvoir justement réfléchir, faire un diagnostic, de savoir jusqu'où on va aller pour soigner cette personne. Est-ce que c'est une pathologie intercurrente qu'on va pouvoir guérir ou non ? Est-ce que c'est une maladie qu'on ne va pas pouvoir guérir ? Et donc,
au fur et à mesure de l'évolution de la pathologie, on va pouvoir, nous, se dire que la maladie, elle va peut-être être ce qu'on appelle, nous, en phase 3, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle une phase palliative initiale. On est au début de la prise en charge des soins palliatifs. Ou au contraire, petit à petit, on va aller jusqu'à une phase terminale. Ce sont des soins palliatifs exclusifs. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment uniquement de pouvoir soulager les symptômes. Donc l'objectif, c'est d'éviter d'avoir des douleurs, d'éviter d'avoir du mal à respirer, d'éviter d'être trop anxieux. D'accord ? Et donc là, les services justement au CHD, selon vous vous occupez, c'est uniquement des soins palliatifs exclusifs, si vous voulez dire. Alors nous, on fait des soins palliatifs partout. C'est ça. Moi, mes services sont faits exclusivement du soin palliatif, entre guillemets, pas que, parce que je soigne aussi et je traite et je guéris des infections pulmonaires ou des infections urinaires, mais il n'empêche que moi, mes services, mais je vais vous le montrer après, on fait du soin palliatif, mais en fait, oui, de la phase palliative à la phase terminale. Ouais. Et il y a des fois, on ne sait pas trop où on en est, c'est ce qu'on appelle des phases d'incertitude, et donc là, c'est là où l'éthique arrive. C'est qu'est-ce qu'on fait, jusqu'où on va pour soigner le patient qu'on a en face de nous, qu'est-ce qui est bénéfique pour lui ou au contraire, qu'est-ce qui va être délétère pour lui. Est-ce que ce qu'on va proposer ne va pas être déraisonnable, est-ce que ça ne va pas être trop dur à vivre pour lui, pour peut-être une hypothétique guérison. Parce que à l'avance, on ne sait jamais trop ce qui va se passer pour le patient. Plus il est en forme et moins il a de maladies, plus on s'imagine qu'on va réussir à le guérir, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc vraiment, c'est en fait, on prend en charge au quotidien, au jour le jour, nos patients. D'accord ? Alors, les soins palliatifs, pour qui ou pourquoi ? Donc c'est ce que je vous disais. L'objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie des malades et de leurs proches. Donc quand je parle de malades, nous, on prend en charge à l'hôpital, là, sur La Roche, surtout des adultes, ou des grands ados et des adultes. Mais on peut être en soins palliatifs quand on est enfant. Certains nouveau-nés qui ont des grosses malformations sont en soins palliatifs d'emblée parce qu'on sait qu'ils ne vont pas réussir à vivre avec leur malformation. Après, ils peuvent aussi avoir des cancers, ce n'est pas très fréquent, mais il n'empêche que ça peut arriver. Et donc, pour eux aussi, c'est important de pouvoir être accompagnés pour être sûr que, ou en tous les cas, faire le plus possible de choses pour qu'ils aient une qualité de vie adaptée et le moins altérée. Et donc voilà, le tout c'est dans un contexte où en effet on sait qu'on va avoir une maladie incurable. Donc incurable, ça veut dire qu'on ne va pas guérir. D'accord ? Donc nos objectifs, vous l'avez dit tout à l'heure, donc ça va être améliorer la qualité de vie, soulager la douleur et les autres symptômes, soulager la souffrance psychique, préserver la dignité, respecter les souhaits et soutenir et accompagner la personne et ses proches. Donc pour nous, c'est vraiment notre quotidien. On fait tout ça tous les jours et tout le temps. Est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire justement pour améliorer la qualité de vie de quelqu'un qui est malade et en soins palliatifs ? Par l'alimentation. Par l'alimentation, ouais. Surtout quand on aime manger. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Comment améliorer la qualité de vie d'une personne ? Souvent, les personnes malades, elles n'ont pas très faim, elles n'ont pas très soif. Quand vous êtes malade, fatigué, vous n'avez pas faim. Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer un petit peu ? Mettre de la belle musique. Ouais, aussi. Communiquer. Communiquer. Donc ça veut dire quoi ? Être présent ? Ouais. Qu'il y ait plus de personnel. Ça peut. Après, il faut faire attention, il faut respecter les souhaits des personnes. Il y a des personnes qui souhaitent être toutes seules, et puis d'autres, au contraire, qui préfèrent être très entourées. Et c'est pas parce qu'on a l'imaginaire qu'il faut toujours être autour d'une personne malade qu'il faut forcément être très nombreux. D'accord ? Il y a des fois, il vaut mieux être peu nombreux, peu là, mais que l'échange soit de qualité, plutôt que d'être en permanence là, mais sans être vraiment là, entre guillemets. D'être là physiquement, mais pas forcément psychiquement. Ouais. Souvent, il faut parler à la personne, il faut faire quoi ? Comment ça, il faut faire parler quoi ? à la personne, elle vous pose des questions, elle craint la suite, comment ça peut se passer ? C'est très Moi, varié. il y avait que la phase 5 qui existait, donc c'était quasiment des gens, je suis vulgaire, qui étaient presque devenus des légumes, quoi. Je ne réalisais pas du tout que ça pouvait être autant de phases. Ouais. Ouais.
Mais en fait, on va au rythme de la personne. On va au rythme des gens. Il y a des gens qui comprennent tout de suite qu'ils ne vont pas guérir, qui s'imaginent tout de suite que justement la mort les attend demain, alors que ça se trouve, ils ont encore des années à vivre. Ah ben oui. Et à l'inverse, il y a des gens qui ne veulent pas du tout voir qu'ils vont mourir, alors que nous, on sait, on a des idées, en tous les cas, que la vie va s'arrêter rapidement. Et donc nous, notre objectif, c'est pas forcément d'aller leur dire qu'ils vont mourir, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience petit à petit, justement, qu'ils ont une maladie qui ne va pas guérir. Et déjà ça, c'est, je dirais, les 3/4 du chemin, parce qu'après, quand on comprend qu'on a une maladie qui ne va pas guérir, d'emblée, la mort va commencer, ou en tous les cas, l'idée de la mort va s'approcher, et les gens, petit à petit, vont vivre avec. Alors après, on a, en fonction des personnalités, différents moyens pour vivre avec cette notion d'une mort qui va arriver. C'est vrai que tout un chacun, alors peut-être un petit peu plus, un petit peu moins en fonction de notre âge, mais on s'imagine peut-être qu'on va mourir. Je dirais, si on est en très bonne forme, tout jeune, on se dit, bon, c'est dans très 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 longtemps. Et à l'inverse, peut-être que d'autres qui sont un petit peu moins jeunes, un petit peu plus âgés, se disent, ah, quand même, peut-être que ça va arriver dans pas trop longtemps. Mais ça, c'est à chacun. Après, il y a des personnes... Là, on a suivi encore récemment une dame de 95 ans qui s'imaginait absolument pas mourir. Pourtant, on peut se dire que 95 ans, c'est quand même déjà un sacré bel âge, quoi. Donc voilà. Nous, vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir les accompagner au jour le jour, là où ils en sont, et surtout sans jugement. C'est-à-dire que notre objectif, c'est vraiment de respecter leur chemin psychique sans aller le devancer, parce que finalement, c'est trop violent. C'est trop violent. Donc il y a des fois... Qui dit soins palliatifs, qui dit forcément soins à l'hôpital, ou est-ce qu'on peut accompagner des patients en ça va venir après. À domicile. Vous évoquiez tout à l'heure le cas de la maladie d'Alzheimer, par exemple. C'est bien pour que vous accompagniez des personnes atteintes de cette pathologie, ou bien vous accompagner quand elles sont atteintes de cette pathologie avec les conséquences de fausses routes que vous évoquiez. C'est très variable, ça dépend des problématiques. Il y a des fois, on va les accompagner en effet juste quand il y a des symptômes, et puis d'autres fois où quand on sent que c'est compliqué pour les familles, ou quand il faut aussi qu'on accompagne tout ce qui est la mise en place d'aide, justement pour qu'ils puissent continuer à vivre à la maison, et on va les voir beaucoup plus tôt. C'est vraiment très variable. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, l'objectif c'est vraiment de contribuer au cheminement du patient et de ses proches sur la compréhension de sa maladie, de son pronostic, des objectifs des traitements proposés et de leurs effets secondaires. Ça, on y reviendra un petit peu après à comment on réfléchit justement à quel traitement on met en place. Donc les soins palliatifs, c'est des soins donc, qui sont actifs, c'est-à-dire qu'on n'est pas juste là à tenir la main, même si je sais que ça peut être l'image communément admise des soins palliatifs, mais c'est pas que ça, c'est pas que tenir la main, c'est pas que être présent. L'objectif, c'est vraiment pouvoir s'adapter au jour le jour aux problématiques des patients et de leurs proches. Donc on est nombreux, on est un petit peu nombreux quand même. Hop là. Alors voilà, je reprends. Donc la qualité de vie, soulager les inconforts. On y reviendra tout à l'heure en effet, mais c'est vrai qu'on essaye d'anticiper au maximum ce qui peut se passer pour les patients. C'est-à-dire que, par exemple, on sait qu'un patient, par exemple, qui a la maladie d'Alzheimer, a plus de risques que quelqu'un d'autre de faire des fausses routes. Et donc, nous, notre objectif, ça va être d'essayer, par exemple, d'adapter l'alimentation pour éviter qu'il fasse des fausses routes. C'est des choses comme ça. Ou, par exemple, quand on sait que quelqu'un qui a un cancer, par exemple, du poumon peut avoir du mal à respirer, notre objectif, ça va être d'essayer d'anticiper, si jamais il a une gêne respiratoire, quel traitement il peut prendre pour éviter d'avoir une sensation d'étouffement. Et nous, on est toujours dans cette anticipation-là, avec des prescriptions anticipées, justement pour qu'il puisse être le plus confortable possible, le plus apaisé possible. On évite l'obstination déraisonnable, ça on va reparler tout à l'heure. Donc le soutien psychologique aussi très important. Le soutien social, c'est ce que je vous disais, en fonction des maladies, on peut avoir des handicaps, avoir une perte d'autonomie. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir justement mettre en place des aides, que ce soit des aides techniques, des aides humaines, pour que le patient puisse rester là où il souhaite le plus longtemps possible. Est-ce qu'il souhaite rester à l'hôpital? Ça arrive. Est-ce qu'il souhaite rester à la maison? Donc là, l'objectif, c'est de pouvoir justement mettre en place tout ce qu'il faut pour que le patient soit en sécurité à la maison.
Le soutien spirituel, c'est vrai qu'on en parle de moins en moins parce que la religion a un petit peu déserté l'espace public, même si c'est encore présent chez certaines personnes. Il n'empêche qu'on voit souvent qu'à l'approche de la mort, ou en tous les cas quand on se rend compte qu'on a une maladie qui ne va pas guérir, la religion quand même revient régulièrement et c'est quand même un soutien pour beaucoup de nos patients, même s'ils étaient plus ou moins croyants, même s'ils n'avaient pas trop envie par exemple d'aller à la messe ou d'aller dans certains lieux de culte. Il n'empêche que quand la mort approche, c'est vraiment quelque chose qui peut être un soutien, même si on en entend moins parler au cours de nos journées. Le respect de la dignité, on y reviendra aussi un peu après, mais c'est quoi pour vous la dignité? Parce qu'on en a beaucoup entendu parler là sur les derniers mois. C'est que, je ne sais pas comment dire le mot, mais c'est l'amour d'un proche. C'est Voilà, l'amour? Disons l'amour d'un, je ne sais pas comment dire, le respect de l'unité, c'est parler avec les proches, c'est mon père par exemple, je l'adore, je ne sais pas comment dire, c'est... Pas facile à décrire. Hein. Pas évident de dire le mot, quoi. Ouais. L'intégrité, L'intégrité, le respect. Je ne sais pas comment dire. Ne pas Non. être humilié. Ouais, ça c'est le sentiment d'indignité, comme l'intégrité. La dignité, c'est ce qui fait qu'on regarde l'autre comme un être humain. C'est ça. C'est ça. On ne décide pas pour lui en fait. Non, on décide pas Ouais. non. Et c'est surtout qu'on le regarde comme, Le respect de ce qu'il est. On lui demande ce qu'il veut, quoi. C'est ça, oui. En effet, ça participe. Ouais. Non, mais c'est vrai, ça participe au respect de la dignité, tout à fait. Donc être digne, ou en tous les cas la dignité, ne pas perdre sa dignité, c'est quand l'autre, avec un grand A, va justement vous regarder en tant qu'être humain et ne va pas vous imaginer en effet comme un objet de soin, surtout pour le monde de la santé ou pour les soignants en tous les cas. Et c'est justement d'essayer de faire en sorte que les proches vous reconnaissent encore comme votre proche. C'est-à-dire que même si vous avez changé physiquement, même si vous n'êtes plus en capacité de raisonner comme vous raisonniez avant, c'est de continuer encore à vous voir avec un regard d'être humain. Et donc c'est ça qui est hyper important. Et donc, on accompagne aussi l'entourage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, comment les met en œuvre les soins palliatifs? Donc, tout professionnel de santé doit pouvoir prodiguer des soins palliatifs. Alors, de manière plus ou moins importante, de manière plus ou moins spécialisée, mais l'objectif des soins palliatifs, c'est essayer d'assurer le confort de la personne. Et donc, tous les professionnels de santé, mais je dirais même vous au quotidien, vous pouvez faire des soins palliatifs si jamais vous avez un proche qui est malade. Ça va être par exemple de le réinstaller correctement dans son lit, ça va être de l'aider à se lever du fauteuil, ça va être de fractionner les repas s'il a moins faim, ça va être, c'est vraiment les soins, ce que nous on appelle des soins de base, c'est-à-dire de répondre aux besoins primaires des patients. C'est vraiment l'objectif du confort. Et donc nous, on est nombreux et l'objectif c'est de pouvoir faire des soins palliatifs donc, en ville et à l'hôpital. Donc nous, on est des équipes spécialisées en soins palliatifs, je vais y revenir. Et on peut aussi se faire aider de bénévoles, des bénévoles formés aux soins palliatifs. Ici, sur la Vendée, il y a l'association Jalmalve, Jusqu'à la mort, accompagner la vie. Et donc, c'est une association de bénévoles qui va justement visiter les malades et leurs proches pour garder un petit peu ce lien d'humanité. C'est vrai que quand on est malade, on a tendance à moins sortir, à se renfermer un peu sur nous-mêmes parce que trop fatigué, des symptômes, ou voire même le physique change et on n'a plus trop envie de se montrer. Et donc justement, eux, ils sont là pour montrer qu'on pense toujours à eux et qu'il y a quand même toujours encore du lien social qui existe, de la fraternité, malgré la maladie. Tout ça, j'en ai parlé. Alors, les équipes mobiles. Donc, notre système de santé, en tous les cas pour les soins palliatifs, il y a ce qu'on appelle une gradation des soins, c'est-à-dire qu'en fonction des symptômes, en fonction de la maladie et de la gravité de la maladie, vous allez pouvoir recourir à différents types de professionnels. Donc, je dirais que tous les professionnels peuvent faire des soins palliatifs, traiter la douleur, aider à l'autonomie. Quand ça devient un petit peu plus compliqué, ils peuvent faire appel à des équipes mobiles de soins palliatifs.
dont l'objectif c'est de, par exemple, conseiller et soutenir, donc aider à l'évaluation, au traitement de la douleur et des autres symptômes d'inconfort. Ça peut être d'aider à la décision médicale, c'est jusqu'où on va pour un patient. La discussion éthique, ça on va y revenir après. L'aide à la continuité des soins, c'est-à-dire par exemple, là on a un patient, est-ce que il ne faut pas qu'il soit hospitalisé parce que par exemple son proche qui l'aidait s'est cassé la jambe. C'est tout bête, mais quelqu'un qui est malade et dont le proche s'est cassé la jambe, il peut parfois plus rester à la maison. Donc comment est-ce qu'on va faire? Est-ce que quelqu'un qui a finalement, ou quelqu'un qui est en EHPAD, en maison de retraite, apprend qu'il a une maladie grave, est-ce qu'il faut qu'il reste à la maison de retraite ou au contraire, est-ce qu'il faut plutôt qu'il soit hospitalisé? Donc nous, on est aussi là pour participer à ces réflexions-là. Et donc l'objectif, c'est vraiment une collaboration multidisciplinaire, donc avec différentes professions, et avec les acteurs de soins donc de première ligne, entre guillemets. Donc nous, on est une équipe pluridisciplinaire aussi, donc formée et composée pour l'équipe mobile d'un secrétariat, d'infirmières, de psychologues, d'un assistant social et puis de médecins, de DE, parce qu'on est 4 médecins là sur l'équipe mobile et sur l'unité de soins palliatifs. Et donc on va aussi bien sur l'hôpital, donc l'hôpital, je ne sais pas si vous savez, mais le centre hospitalier là, de La Roche, comprend certes La Roche, mais aussi Montaigu et Luçon. Et puis en plus, on va dans toutes les structures, que ce soit les maisons de retraite, les maisons pour personnes handicapées, et on va aussi au domicile des gens, d'accord, pour pouvoir justement faire en sorte que toutes les personnes aient des soins palliatifs de qualité, en tous les cas, on essaye le plus possible, quel que soit leur lieu de vie. Donc comment on fait en pratico-pratique? En pratico-pratique, généralement, c'est soit les patients, les familles ou les soignants qui font appel à nous quand ils sont en difficulté pour justement pouvoir accompagner la personne malade. Donc on reçoit ce qu'on appelle une demande, alors soit c'est un coup de fil, soit c'est ce qu'on appelle nous les bons bleus, on a une petite feuille avec, voilà, on est en difficulté avec telle ou telle chose, est-ce que vous pouvez venir nous aider? Le malade il a telle chose, telle maladie, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider et surtout pour l'aider lui? Donc généralement on rencontre l'équipe soignante, pour savoir exactement ce qui se passe plus précisément. Et puis, parfois, entre le moment de la demande et notre passage, ça peut être parfois un petit peu long, même si on essaye de faire le plus rapidement possible, mais on n'est pas très très nombreux quand même. Et donc après, on va voir le patient. Et notre objectif principal, c'est d'essayer vraiment de savoir où il en est lui, pour partir de là où il est et continuer à avancer avec lui. C'est-à-dire... est-ce que lui, il n'a peut-être pas du tout compris qu'il avait une maladie grave, ou au contraire, il s'imagine qu'il va décéder tout de suite? Est-ce qu'il a des symptômes, ou au contraire, est-ce qu'il n'en a pas du tout et que finalement, c'est plus parce qu'il n'arrive pas à aller prendre sa douche que c'est compliqué pour lui? Donc voilà, vraiment, on essaye de faire un interrogatoire, entre guillemets, ça peut être parfois un peu policier, surtout quand les gens sont fatigués, mais notre objectif, c'est vraiment d'essayer de faire une photo de la situation quand on va voir le patient, pour pouvoir le prendre en charge le mieux possible et surtout suivant ce que lui souhaite. On va vraiment essayer de chercher ses souhaits en termes d'autonomie, ses souhaits en termes de traitement et puis surtout ce qui peut lui faire peur. Est-ce qu'il a trop peur des prises de sang, donc il ne veut jamais en avoir? Est-ce qu'il a très peur d'aller à l'hôpital? Est-ce qu'au contraire, il a très peur de laisser ses proches tout seuls? C'est vraiment très très variable. Et donc notre objectif, c'est vraiment d'essayer de savoir ce qui fait sens pour lui, ce qui est important pour lui, et de l'accompagner petit à petit là où il veut aller. Alors il y a des fois, on n'arrive pas à avancer très vite, et on suit. C'est souvent le cas pour les maladies de Charcot, là on en a parlé tout à l'heure. Je ne sais pas si vous savez un peu ce que c'est la maladie de Charcot. Oui, c'est ce qu'on appelle une maladie neurodégénérative. Donc en fait, c'est la commande nerveuse qui va empêcher les muscles de fonctionner correctement. Et donc en fonction du type de maladie, soit les personnes ont du mal à parler, à bouger, à déglutir, ou au contraire, elles vont avoir du mal à bouger les mains, les jambes. Et donc ce sont des patients qui très, très rapidement se retrouvent un petit peu, c'est parfois un petit peu difficile à dire, mais en tous les cas enfermés dans leur corps parce qu'ils n'ont pas trop de troubles cognitifs, surtout au début, ils n'ont pas de problème de réflexion et de compréhension, mais par contre ils n'arrivent pas à bouger, ils n'arrivent pas à manger ni à respirer correctement. Donc voilà.
Et nous, on a l'habitude de prendre en charge ces patients-là. Ça fait partie quand même, c'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup, parce que ça fait partie des maladies les plus compliquées à prendre en charge, parce que justement, il y a un handicap très fort qui apparaît assez rapidement. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de leur faire prendre conscience au fur et à mesure des pertes motrices qu'ils peuvent avoir et de comment est-ce qu'on peut les accompagner pour qu'ils soient le moins handicapés possible, tout en sachant que le système de soins est loin d'être parfait et que pour avoir des aides, ça prend du temps. Et donc, on essaye d'anticiper le plus possible, mais c'est compliqué aussi de dire à un malade, il faudrait que vous ayez telle aide parce qu'on sait que ça va arriver alors que lui n'est absolument pas là. Donc on essaye au fur et à mesure, c'est au jour le jour. On s'adapte au jour le jour. On a aussi une importante mission, on va dire, de formation et d'information sur les droits des patients. Encore maintenant, c'est pas connu que quand vous allez chez le médecin il vous propose des traitements. Alors le médecin, il est en capacité de vous dire si c'est le bon médicament ou pas. Mais par contre, vous pouvez toujours refuser de prendre un traitement, par exemple. C'est-à-dire que si le médecin vous dit je vous donne tel traitement, mais par contre il faut que vous ayez une prise de sang tous les 2 jours, alors que vous avez horreur des prises de sang, vous pouvez aussi dire non, moi je veux pas ce traitement parce que je vais avoir trop de conséquences pour moi. Ça l'objectif c'est vraiment de pouvoir l'informer sur ce qu'il peut avoir. Après on en reparlera un petit peu plus tard, mais vous savez que je ne sais pas si vous savez, mais en tous les cas les lois ont progressé. Depuis 1999, entre 1999 et 2016, il y a eu différentes lois qui ont été créées sur justement l'organisation de la fin de vie pour pouvoir justement respecter les souhaits des patients. Et entre autres, il y a une proposition qui peut être faite sur la mise en place d'une sédation, c'est-à-dire de pouvoir endormir le patient quand il est vraiment trop mal physiquement ou quand il en a trop marre, pour pouvoir l'endormir jusqu'à ce qu'il décède. Donc c'est dans des conditions très strictes. Mais c'est vrai que ce n'est pas un acte qui est toujours forcément facile à mettre, ou en tous les cas à réfléchir et à discuter. Donc nous on a un objectif important de pouvoir l'informer sur les traitements qu'il peut bénéficier pour être le plus soulagé possible. On peut aussi les aider à la rédaction des directives anticipées, on en reparlera après. On fait aussi un soutien aux endeuillés, c'est parce que on accompagne les patients, mais on est aussi là pour les proches et aussi là pour l'après-décès. Et donc, on a une équipe de psychologues qui est là aussi pour le suivi des personnes endeuillées. Et on est aussi là pour les équipes qui prennent en charge les patients malades. Donc, que ce soit les équipes hospitalières, les équipes des EHPAD ou les équipes libérales, justement pour pouvoir continuer, leur donner des idées, à essayer de les aider sur l'accompagnement d'un patient quand ils sont en difficulté, ou même quand ils ont des difficultés relationnelles ou quand le soin devient trop difficile, c'est comment est-ce qu'on peut faire justement pour les soutenir dans l'accompagnement de ces personnes en soins palliatifs. Donc on a vraiment un large panel de champs de travail, on ne s'ennuie jamais et surtout c'est toujours tous les jours différents. On a aussi un grand champ de formation, donc on forme et les professionnels de santé au cours de leur cursus d'apprentissage et on forme aussi les professionnels qui sont déjà formés, déjà en cours de travail, entre guillemets, déjà professionnels de santé, pour continuer à garder les compétences en soins palliatifs, leur apprendre les nouvelles techniques, leur apprendre les nouveaux traitements qui peuvent soulager les patients. Voilà. Alors, la petite particularité de l'équipe mobile, qui change un petit peu, qui risque de changer petit à petit parce qu'il n'y a pas beaucoup de médecins généralistes, mais c'est qu'en principe, on intervient à la demande d'un professionnel de santé et on ne doit pas prescrire ni faire à leur place. C'est-à-dire qu'en principe, on n'est pas censé prescrire les traitements antalgiques ou les traitements pour éviter les symptômes, parce que justement, on souhaite que les professionnels de première ligne restent toujours en première ligne et puissent aussi apprendre au fur et à mesure pour que pour un patient suivant, ils puissent eux aussi se débrouiller tout seuls parce qu'on ne peut pas accompagner toutes les personnes malades. Je ne sais plus exactement les chiffres sur la Vendée, mais généralement les équipes mobiles accompagnent 10 à 20% des patients qui sont en soins palliatifs et les unités de soins palliatifs, je vais vous en parler après, accompagnent 2 à 3% des personnes qui sont en soins palliatifs. Donc vraiment, il y a encore plein de personnes qui doivent pouvoir bénéficier de soins palliatifs et qui ne peuvent pas être suivies par les équipes mobiles parce qu'on n'est pas assez nombreux.
Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les lits identifiés en soins palliatifs. Donc, en fait, c'est des lits dans un service hospitalier et dont leur mission, c'est justement d'évaluer, traiter et accompagner les situations donc, complexes en soins palliatifs. Donc, ils traitent aussi les symptômes d'inconfort, la souffrance psychologique. Les patients peuvent aussi aller dans leur service pour ce qu'on appelle des hospitalisations de répit, c'est-à-dire que les patients en soins palliatifs qui sont au domicile ou en EHPAD, qui ont une forte charge en soins, les aidants, ceux qui sont là au quotidien pour eux, surtout les familles, peuvent être fatigués parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et donc l'objectif, c'est de pouvoir prendre en charge ces patients pendant quelques semaines. Généralement, c'est 15 jours, 3 semaines, pour que la famille puisse se reposer avant de repartir en forme pour continuer l'accompagnement au domicile. D'accord ? Donc ça, nous aussi, on le fait sur l'USP, mais c'est aussi une mission des lits identifiés de soins palliatifs. Donc ça, c'est le premier niveau de l'hospitalisation. C'est pour des patients en soins palliatifs qui ne sont pas encore trop difficiles. Et après, donc au-dessus, je veux dire, entre guillemets, le nec plus ultra des soins palliatifs, c'est l'unité de soins palliatifs. Donc nous, il y a une unité sur La Roche-sur-Yon qui a ouvert il y a 4 ans. Et donc, il n'y a que 8 lits. On n'est pas très bien doté, on devrait avoir au moins 16 lits pour pouvoir répondre aux besoins de la population vendéenne, mais il n'y a que 8 lits. Donc pareil, avec une équipe qui est pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'il y a différentes professions. Donc, comme dans les services classiques, il y a des médecins, les aides-soignants, des infirmières. Mais on a en plus des kinés, des psychologues. On a aussi eu une musicothérapeute, justement pour pouvoir accompagner tous les patients qui sont dans notre service. Ça nous permet vraiment d'avoir en fait une vue d'ensemble, entre guillemets, et puis surtout différents points de vue pour pouvoir accompagner les patients. Et ça nous donne en fait plein d'idées, justement pour pouvoir maintenir leur qualité de vie. Les bénévoles viennent aussi chez nous. Je dis chez nous, mais parce que voilà, c'est presque ma deuxième maison, l'unité de soins palliatifs. Ils viennent une fois par semaine, voire plus quand les patients ou les familles ont besoin. Et on a aussi, donc, on essaye de créer un semblant de lieu de vie. Un peu la différence avec les autres services hospitaliers, c'est qu'autant les autres services hospitaliers restent vraiment centrés sur la maladie et centrés sur les soins techniques, alors que nous, on essaye de se décaler un petit peu juste du soin, mais de prendre la personne vraiment dans la globalité et vraiment d'essayer d'améliorer sa qualité de vie. Et donc pour ça, il faut être souvent dans un lieu de vie plutôt que dans un lieu de soins. Et donc, même si c'est loin d'être parfait chez nous, on essaye quand même d'avoir un salon des familles et puis des jeux et voilà, de quoi faire vivre, entre guillemets, ces patients et leurs proches. C'est pas comme à la maison quand même, mais en tous les cas, ils peuvent manger ensemble, ils peuvent faire des repas chez nous. C'est plus vivant en tous les cas. Les familles peuvent venir 24 heures sur 24. On sait que c'est quand même très important. Et ils peuvent dormir dans le service avec leurs proches. Et donc, les missions, c'est donc traiter les symptômes d'inconfort, la souffrance psychologique, pareil, faire des hospitalisations de répit. Et on prend aussi beaucoup les patients qui ont des problématiques sociales, familiales importantes, justement parce qu'on sait que ça prend du temps, que ça a besoin de temps pour évoluer, pour discuter, pour réaliser. Et donc, on est là pour les accompagner au jour le jour. Et donc, ça, c'est le niveau 2 de l'hospitalisation. Est-ce que c'est à peu près bon pour vous? Ouais. Ça, c'est un pratico-pratique. Comment on fait un petit peu? Donc, comment on fait pour venir chez nous? Généralement, c'est un médecin qui nous demande de pouvoir prendre en charge un patient. Donc, on demande que le patient soit informé et au courant qu'il vient en unité de soins palliatifs. Alors, je ne vous l'ai pas dit au début, mais il y a des fois, les patients, ils n'arrivent pas à entendre qu'ils ont une maladie grave. Ou quand ils entendent qu'ils ont une maladie grave, ils ne veulent pas entendre parler de soins palliatifs. Mais il n'empêche que quand on arrive chez nous, il y a un grand panneau où il y a écrit « Unité de soins palliatifs ». Donc il vaut quand même mieux que le patient et les proches soient au courant, au moins que la personne soit en phase palliative. Alors qu'ils comprennent qu'ils soient en phase palliative initiale ou terminale, ce n'est pas trop le problème. Mais en tous les cas, qu'il ait déjà entendu le terme soins palliatifs, parce que c'est sûr qu'ils entendent parler de ce terme-là, donc il vaut mieux au minimum en discuter avant, voir qu'ils aient compris. Il faut qu'ils soient d'accord. Après, on a plein de personnes qui ne sont pas en mesure de comprendre leur situation. Ouais. Mais il faut que les familles soient quand même au courant. Ouais. Sinon, c'est quand même un peu trop violent d'arriver d'emblée chez nous, justement pour les représentations qu'on peut avoir de ce que c'est que les soins palliatifs. Parce qu'on a plein de patients qui n'arrivent pas forcément en fin de vie,
Et pour le coup, quand ils arrivent chez nous, les proches ont l'impression qu'en fait, ça veut dire qu'il va mourir demain, alors ce qui n'est absolument pas le cas. Donc voilà. Et pour tout ça, eh ben, on a une permanence médicale, évidemment, 24 heures sur 24. Donc en Vendée, donc, en rouge, c'est l'unité de soins palliatifs. En orange, c'est les équipes mobiles de soins palliatifs. Donc, on est plusieurs équipes mobiles sur le territoire. Donc, à La Roche, au Sable, à Chaland, à la Châtaigneraie. Et puis, en plus, il y a des lits identifiés sur différents sites hospitaliers. Donc, à Chaland-Machecou, à Montaigu, à Luçon, au Sable, à la Châtaigneraie et à Fontenay-le-Comte. Ils sont identifiés où les lits, pardon. À Luçon, oui, parce qu'il y a... À Luçon, il y a l'hôpital. Ouais. Ouais. Donc, on essaye de... Donc en fait, chaque équipe, généralement, est composée d'un médecin, d'infirmières et de psychologues. Alors avec plus ou moins de temps sur chaque équipe. Nous, on est clairement la plus grosse équipe du département parce qu'on est 4 médecins. À Chaland, il y a un médecin. Au Sable d'Olonne, il y a un tiers temps de médecin quand il est là. Et à la Châtaigneraie, il n'y a plus de médecin, donc c'est compliqué. Ouais. Donc voilà, nous, on a la plus grosse partie du département. En gros, on n'a pas le sud de Chaland et la partie nord-ouest de Chaland. Et on ne va pas non plus au sud-est, vers Fontenay-la-Châtaigneraie, ce n'est pas nous qui faisons, mais sinon on fait tout le reste. Et l'équipe mobile des Sables ne fait que l'hôpital. Et donc on est souvent sur la route et ça prend beaucoup de temps. Est-ce que vous avez mis quand même un de Machecou qui est en leur boutique? Oui, c'est les lits identifiés qui sont sur Machecou, mais qui dépendent de Chaland. C'est ça. Oui, c'est pas long, Machecou. Alors, 2 petites phrases, on va dire, de synthèse. Donc, la précocité de la prise en soins globale donc, améliore la qualité de vie. C'est ce que je vous disais, quand on arrive à anticiper ce qui peut se passer, on peut justement améliorer la qualité de vie des patients pour pouvoir justement discuter en amont de ce qui peut se passer, pour calmer les appréhensions, calmer les peurs et puis surtout avoir des traitements pour vite pouvoir répondre aux symptômes des patients. Et on a coutume à dire en effet que les soins palliatifs, c'est tout ce qui reste à faire quand il n'y a plus rien à faire. Bon, c'est quand il n'y a plus rien à faire de curatif, en tous les cas, tout ce qui reste à faire. Alors, est-ce que c'est bon pour cette première partie? Ouais. Alors, comment est-ce qu'on prend une décision après? Comment on fait de l'éthique au quotidien? On va d'abord faire 2 petites situations cliniques. C'est vous qui allez travailler. Alors, je vous ai donné quelques informations sur 2 patients. Donc, on a Monsieur A, qui a 65 ans, qui a une cirrhose évoluée. Pour ceux qui ne savent pas, une cirrhose, c'est une maladie du foie. Et donc, le foie, petit à petit, ne fonctionne plus. Et donc, en fait, on peut avoir justement trop d'eau qui peut arriver autour du ventre ou dans les membres. Et pour ça, pour éviter qu'il y ait trop d'eau qui arrive partout, il faut ne plus trop boire. Et donc ça c'est le traitement médical, c'est de moins boire. Donc il a une restriction hydrique, c'est-à-dire qu'on lui propose de ne pas boire. On lui dit de ne pas boire plus d'1 litre par jour. Et donc ce monsieur, qui a déjà bu son litre d'eau, demande encore à boire à l'aide-soignante. Qu'est-ce qu'on fait? Il a déjà bu. On lui donne un petit peu. Ah, il est en restriction. On peut lui proposer un glaçon. On peut lui proposer un glaçon, très bien, soin de bouche, parfait. Ouais. Oui. On demande au médecin. Ouais. C'est facile comme réponse. Des brumisateurs, ouais. Un brumisateur. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donner par goutte par... Faire une perfusion? Ouais. Ça apporte de l'eau quand même. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais il est où ce monsieur? Le distraire. Non, mais il est, Le distraire, très bien. Parce que c'est important. Déjà, il a bu son litre. On aurait pu essayer de réguler un peu ce qu'il a bu. Même s'il est à l'hôpital, c'est pas facile. Il est en soins palliatifs? Ah oui, oui. Ouais.
On peut lui donner à boire, exactement. Ouais, tout à fait. Bah oui, un peu, quoi. Le glaçon, c'est pas mal, le glaçon avec le jeu. Comme C'est ça. on est prête à mourir, on a soif, bah mince. C'est ça. Donc en effet, quand on a soif, c'est parce qu'on a la bouche sèche. On n'a pas soif parce qu'on est déshydraté, on a soif parce qu'on a la bouche sèche. Et donc en effet, trouver tout ce qu'il faut pour avoir justement la bouche humide, ça permet d'éviter d'avoir la sensation de soif. Les glaçons, les chewing-gums, des soins de bouche, du brumisateur, ça c'est la première des choses à faire, justement, ça va pouvoir limiter la sensation de soif. Donc le patient devrait moins demander à boire. Et après, la deuxième aussi réponse importante, en effet, c'est qu'est-ce qu'on va vraiment attendre de cette restriction hydrique? Est-ce qu'on pense que vraiment on va améliorer la qualité de vie du malade ou est-ce qu'on a juste suivi ce qu'il y avait écrit dans le manuel de mettre en place la restriction hydrique? Et donc en effet, c'est important. Donc peut-être que pour ce patient, on va se dire si, c'est très important parce qu'il a encore une espérance de vie qui est de plusieurs années. Et à l'inverse, quelqu'un justement qui peut avoir une espérance de vie de quelques semaines, on va se dire peut-être qu'en fait on s'en fiche un petit peu qu'il boive un peu plus ou un petit peu moins. C'est ça. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment de pouvoir réfléchir pour ce patient. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de simple, efficace et qui améliore sa qualité de vie et en même temps réfléchir en parallèle à ce qu'on propose. Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que justement c'est délétère? D'accord ? Et la deuxième situation, Madame B, qui a 90 ans, qui a une démence évoluée, donc elle a des troubles cognitifs, elle réfléchit pas, elle réfléchit différemment de nous en tous les cas. Et elle est souillée d'urine. L'équipe soignante passe à 7 heures, elle dort, elle refuse d'être changée, se retourne et ne discute plus avec les soignants. Qu'est-ce qu'on fait? On la laisse dormir, ouais. On peut faire ça. Après, ça sent pas bon, ouais. On prend du temps. On peut prendre du temps, ouais, tout à fait. On revient. On revient, ouais, On peut lui parler. ouais. Je vais conseiller de boire tranquillement avec Oui, là l'objectif c'est de savoir est-ce qu'il faut aller la changer pour la mettre au propre. Oui, aussi, oui. Ouais. Après, on attend qu'elle soit mieux pour la changer et on lui met des garnitures. Ouais, bon elle en a déjà, mais oui, oui. Mais oui. Comprendre ce qu'il faut qu'elle se change. Ouais, c'est ça. Essayer d'améliorer la compréhension, ouais. Ouais. La changer avec douceur. La changer avec douceur, ouais. Alors, il y en a qui ont des caractères bien trempés. Ouais. Il parlait beaucoup, quoi. Il conseillait beaucoup, quoi. Dans tous les cas, voilà. L'objectif, c'est d'essayer de lui faire comprendre que le soin qu'on peut lui apporter va être bénéfique pour elle. Après, c'est ce que nous, on pense nous, sachant qu'en plus, les soignants, surtout si c'est en EHPAD, ils ont encore 40 toilettes à faire et que si la première commence à dire non, qu'est-ce qui va en être pour la dernière? Donc ça veut dire qu'il va falloir revenir éventuellement. Il n'empêche que, voilà, j'ai jamais de bonne réponse. Il n'y a pas de réponse il faut faire ou il ne faut pas faire. Mais c'est là où ça nécessite des soignants nombreux et qui sont bien traités eux-mêmes par leur administration. Ouais. Pour prendre ce temps-là. C'est ça. Je ne fais pas ma syndicaliste. Ça, c'est le rêve de tout soignant. Qui est maltraité aussi. Ouais. Non, mais On peut aussi envisager d'adapter le change en fonction de la personne, c'est-à-dire mettre des choses qui contentent, qu'on puisse les noter facilement. Ouais. Il n'y a pas de remède. Ah, il n'y a pas de remède, non. Moi, j'ai pas de réponse. Il faut être inventif. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Il faut être inventif, créatif, on dit nous aussi. Ouais, tout à fait. Mais en tous les cas, l'éthique, c'est ça au quotidien, c'est qu'est-ce que je fais dans une situation un petit peu problématique. Il n'y a pas forcément de réponse, il n'empêche qu'il va quand même falloir qu'on décide de quelque chose. Donc le mieux, c'est de pouvoir justement discuter à plusieurs. Nous, quand on le fait en formation, on met les professionnels en ligne, entre guillemets, on fait des formations où ils sont une quinzaine, et donc on les met en ligne, on leur demande, voilà, on leur propose la situation, et sans regarder les autres, on leur demande, alors vous le changez, vous faites un pas devant, ou la changez pas et vous faites un pas derrière.
Et donc voilà, l'objectif, c'est de pouvoir justement chercher les arguments qui font que moi, je ferais plutôt ça, ou les arguments de celui qui ferait plutôt l'inverse. Et de pouvoir discuter justement ensemble de ce qui est le mieux pour cette personne. Donc notre démarche de réflexion, il y a aussi quelqu'un de connu pour nous, en tous les cas, c'est la grille de Sebag-Lanoé. Donc pour la prise de décision éthique, c'est en fait faire le point sur la situation médicale de la personne, où en est le stade de la maladie. Est-ce qu'en effet on imagine que la personne va décéder très vite, ou au contraire, est-ce qu'elle a de nombreuses années à vivre devant elle? Quels sont les événements intercurrents? Quels sont les souhaits du patient? Les témoignages des soignants qui les connaissent bien, de la personne de confiance, on va y revenir après, et de la famille. Et donc on se base aussi sur 4 principes éthiques, qui sont les principes de bienfaisance, de non-malfaisance, d'autonomie et de justice. Est-ce que ça vous parle un peu, ces 4 principes? Ouais. Est-ce qu'on peut approfondir la distinction entre bienfaisance et non-malfaisance? C'est quoi la bienfaisance? Moi, je vais vous poser la question, moi je le sais déjà. C'est quoi la bienfaisance pour vous? Bienveillance. La bienveillance, ouais. Bien faire. De bien faire, ouais, c'est ça. C'est de vouloir faire le bien même. Ouais. Et la non-malfaisance, c'est quoi? Éviter d'être le minimum dangereux. Le moins mal possible, ouais. C'est le primum non nocere, en premier ne pas nuire. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, ça c'est deux grands principes que nous on utilise au quotidien. C'est par exemple quand on va mettre un traitement, c'est ce qu'on appelle nous la balance bénéfice-risque, c'est qu'on sait qu'on va apporter du bénéfice, mais il y aura aussi des risques. Et donc c'est de calculer cette balance, est-ce qu'il y a plus de bénéfices ou est-ce qu'il y a plus de risques? Donc pour telle ou telle personne, ça va varier. Après on utilise aussi le principe d'autonomie avec un grand A. C'est quoi l'autonomie avec un grand A? Faire participer la personne dans la mesure de ses capacités. Ouais. Alors participer à quoi? Aux soins, Aux soins? Non, pas tout à fait. Ouais, ça c'est l'autonomie peut-être avec un petit A. Ouais. L'autonomie avec un petit A, c'est les capacités physiques, les capacités fonctionnelles, alors que l'autonomie avec un grand A, c'est les capacités cognitives. C'est les capacités qu'a le patient à comprendre et à décider pour lui-même. Et donc ça aussi, bien évidemment, on recherche à avoir son autonomie, à avoir son consentement dans les soins qu'on va pouvoir lui proposer. Et le principe de justice? Le principe de justice, ou aussi d'équité, ouais, c'est ça. En effet, c'est est-ce qu'on va pouvoir faire la même chose pour tout le monde? Ou est-ce qu'au contraire, on ne va pas pouvoir? Et donc ça nous sert à chaque fois pour les situations. Quand les situations sont complexes, on va reprendre au fur et à mesure les premiers points médicaux, et puis après, justement, en fonction des différentes idées pour telle personne, on va essayer de répondre aux différents principes éthiques. Donc l'objectif, c'est de pouvoir avoir une discussion anticipée sur la fin de vie, avoir une réflexion sur le projet de soins. Alors déjà, on en parle avec le patient pour savoir un petit peu ce qu'il comprend, ce qu'il pense, ce dont il a envie, ce qui fait frein pour lui, ou au contraire, ce qui peut faire sens. On parle de la proportionnalité des soins, c'est de la même chose que la balance bénéfice-risque. En gros, c'est est-ce qu'un soin est trop invasif pour la personne ou pas. On va aussi parler de non-obstination déraisonnable, est-ce que ça vous parle? C'est quoi l'obstination déraisonnable? L'acharnement. Ouais, l'acharnement. Ouais. Avoir à tout prix faire quelque chose, Ouais. c'est pas forcément utile. C'est ça. Est-ce que vous faites un petit peu la différence entre acharnement thérapeutique et obstination déraisonnable? Parce qu'il y a une différence, elle est subtile. Hein, mais... Elle est minime, non, la différence? Pas tant que ça, en Non, fait. en fait, C'est pas tellement l'acharnement, différent. c'est on va chercher de nouveaux procédés de guérison, là on ne peut pas, non? Non, pas tout à fait. L'obstination. En fait, l'obstination déraisonnable va comprendre, va être, plus exactement, l'acharnement thérapeutique va faire partie de l'obstination déraisonnable. L'acharnement thérapeutique, c'est tout ce qui a trait au traitement et aux investigations médicales, alors que l'obstination déraisonnable, ça va aller encore plus loin, ça va être de continuer à faire les toilettes, continuer à vouloir faire marcher, continuer à vouloir faire manger. C'est vraiment beaucoup plus large. Donc en fait, autant l'acharnement thérapeutique, je dirais, il n'y a que les médecins qui en sont responsables, alors que l'obstination déraisonnable, c'est tout le monde. C'est les soignants,
le patient lui-même parfois, la famille. C'est beaucoup plus large. Mais si la personne, excusez-moi, mais en fait, pour que le patient ait envie d'une toilette, par exemple, Ouais. eh bien, qu'est-ce qui fait que je vais lui refuser et que c'est déraisonnable de lui refuser? Ah bah, si par exemple il est trop douloureux, Ah, d'accord. s'il est trop douloureux ou si, nous on le voit malheureusement régulièrement, c'est si on pense que l'acte de faire la toilette va le faire décéder, c'est D'accord. déraisonnable de faire la toilette. Ok, d'accord, c'est comme ça, d'accord. Je pense que si on fait participer la personne dans la mesure de sa capacité aux décisions, il y a déjà une obstination moindre. Oui, exactement. Ah oui. Moi je dirais qu'il n'y en a même plus. Oui. Ouais. Quand c'est le patient qui décide des soins qu'il souhaite, il n'y a pas d'obstination déraisonnable. Par contre, il y a des patients qui souhaitent des traitements, alors que nous, on pense que ce n'est pas du tout une bonne idée. Et voilà. Ça arrive aussi. Et là, c'est justement essayer de lui faire prendre conscience que finalement, les traitements vont être plus délétères que bénéfiques. Il y a des paliers. L'entourage peut être le facteur d'obstination. Oui. C'est aussi ça. Et Ouais. le patient, lui, n'est pas forcément peut-être d'accord, et c'est l'entourage. Oui. On le voit notamment au niveau de l'alimentation. L'alimentation, oui. Obliger la personne. Obliger la personne à manger. Manger et boire, c'est la vie. Hein. C'est ce que tout le monde dit. Bon, il y a des fois, ça peut abréger la vie aussi. Ouais. Donc on reparle aussi de la dignité, bien évidemment. Et donc tout ça, ça ne se limite pas qu'à la fin de vie, mais en fait, ça devrait être réfléchi pour tous les soins. Là, c'était juste. Je vous laissais un petit. 5-10 minutes encore, c'est bon. Pour la fin de la Pour la fin. Non 20 minutes. Je sais pas. Ah oui, t'as raison, c'est interactif. Alors, en situation complexe, donc quand ça devient vraiment plus compliqué, on fait appel à la loi, parce que justement, il y a des choses qu'on a le droit de faire et des choses qu'on n'a pas le droit de faire. Et donc dans ces cas-là, comment est-ce qu'on fait? Donc la dernière loi, c'est surtout celle-là dont je voulais vous parler, donc la dernière loi de bioéthique qui a été faite en février 2016, c'est la loi dite de Clay-Leonetti. Et en fait, cette loi, elle a été faite parce que, donc, face à la maladie grave, au handicap ou à la mort, les Français, en fait, avaient surtout peur. Ils avaient peur de souffrir, peur d'être exclus des décisions qui les concernent, donc en termes de traitement, peur de l'obstination déraisonnable, et puis peur d'être abandonnés et de mourir tout seuls. Et ils avaient des attentes aussi, être soulagés de leur souffrance, pouvoir refuser ou arrêter des traitements qui leur étaient proposés, pouvoir faire reconnaître leur volonté, même quand ils ne sont plus en capacité de l'exprimer, et puis être entourés et accompagnés. D'accord ? Ça, c'était vraiment la trame ou le fil rouge de cette loi, ce qui fait que justement, c'est ce qui a guidé les législateurs pour pouvoir faire la loi. Et donc cette loi, elle nous oblige à respecter la volonté de la personne, de refuser ou de ne pas recevoir de traitement, après l'avoir informé des conséquences de ses choix et de leur gravité. C'est-à-dire qu'en gros, on peut proposer au patient un traitement, et s'il le refuse, autant jusqu'à 2016, on devait tout faire pour essayer de faire en sorte qu'ils suivent le traitement, autant depuis février 2016, on doit juste les informer de ce qu'ils risquent. Mais ce n'est pas à nous de décider pour eux. D'accord ? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé. Oui ? Les patients qui sont en train d'une démence et qui n'ont pas de décision raisonnable, Ouais. c'est quand même le patient qui décide de ce traitement. Ça dépend. Ça dépend. En fait, vraiment, on s'adapte à leur capacité de discernement. Et en fait, autant la personne, même avec une démence très avancée, va pouvoir comprendre que, par exemple, on va faire un soin et va pouvoir refuser un soin. Et donc là, c'est aussi à nous de respecter ce soin, de ce refus en tous les cas. Mais par contre, en effet, il ne va peut-être pas comprendre la question de la mise en place ou non d'une transfusion ou d'une antibiothérapie. Et donc là, on ne va pas, entre guillemets, lui laisser le pouvoir de décider. Mais par contre, c'est à nous, médecins et équipes, de décider à plusieurs. Alors, voilà, c'est ça, vous décidez à plusieurs. Bon, moi, ce que disait Jacques, la question aussi de l'entourage, c'est là, parce que une patient qui peut être très fortement influencée. Ouais. Et ça, comment on l'évalue? Ouais, c'est pas facile, mais en même temps, il ne vit pas tout seul, ce patient. Et donc, s'il faut qu'il se mette à dos toute sa famille, c'est pas mieux non plus de ne pas aller dans le sens de ce que dit le patient, même si c'est fortement porté par la famille.
Après, c'est à nous aussi, quand on trouve que c'est trop déraisonnable, d'aller aussi accompagner la famille et de savoir pourquoi est-ce qu'ils portent ce projet qui, nous paraît déraisonnable. Est-ce que c'était pas déjà une première réponse, enfin, il y en a une autre sans doute avant, mais à la demande par rapport à la question de l'euthanasie, et notamment au cas de c'est Vincent Imbert, c'est ça? Ouais. C'était dans ce contexte-là, est-ce que vous avez trouvé non? C'est arrivé après. Suite à ça, Ouais. c'est de trouver une réponse pour éviter que ce soit les tribunaux qui passent des années et des années à... Bon, les grosses difficultés, c'est justement, voilà, qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable et l'acharnement thérapeutique. Et puis en effet, c'est comment on accompagne et les patients et les familles dans un arrêt des traitements et comment est-ce qu'on les accompagne jusqu'à accepter, même si je ne suis pas sûre qu'on puisse accepter un jour, la mort. Dans tous les cas, avoir en tête que ça va arriver. Alors, là, une petite... donc, j'ai augmenté un petit peu la difficulté des questions et des situations. Donc là, c'était une patiente de 93 ans qui était hospitalisée donc, pour une constipation sévère, c'est-à-dire qu'elle n'arrivait plus à aller aux toilettes. Et elle était complètement autonome pour tous les actes de la vie quotidienne. Elle allait faire ses courses, son ménage, faisait ses repas, elle se promenait plusieurs kilomètres par jour. Et finalement, on diagnostique donc une occlusion, c'est-à-dire que l'intestin ne fonctionne plus, avec voilà, un cancer, donc d'emblée grave, parce qu'il y a des métastases. Des métastases, c'est des localisations du cancer ailleurs que le site initial. Et donc avec un risque de perforation, c'est-à-dire que l'intestin peut s'ouvrir dans l'abdomen. Bon, ce n'est pas des trucs très sympathiques, mais il n'empêche que c'est la vraie vie. On lui propose d'être opéré pour éviter justement d'avoir trop de complications par la suite, mais on sait que c'est une opération qui est lourde et la personne peut décéder au cours de l'opération. Donc on lui explique tout ça et la personne refuse d'être opérée. Parce que pour elle, ce qui fait sens, c'est d'être autonome, de pouvoir marcher et de pouvoir manger. Et avec cette opération, on n'est pas sûr qu'elle puisse continuer à faire tout ça. Et donc là, pour le coup, c'est vraiment à nous de respecter son choix, même si on pense que de manière médicale et de manière thérapeutique, on va pouvoir la faire vivre plus longtemps en étant opérée, mais on ne sait pas avec quelle qualité de vie. Pour le coup, c'est à elle de pouvoir décider ce qui fait sens pour elle, quelle qualité de vie sera la meilleure pour elle. Est-ce que peut-être elle va préférer vivre moins longtemps, mais avec une meilleure qualité de vie? Et pour d'autres, ça va être au contraire d'avoir une qualité de vie peut-être moindre, mais de vivre plus longtemps. D'accord ? Donc ça peut être pour des situations qui peuvent être compliquées, parce que c'est sûr que là, cette dame, elle va probablement décéder plus rapidement de son cancer que si elle avait été opérée. Et si la personne avait, si la patiente avait 50 ans par exemple, elle refuse. Ouais. Pareil. L'âge ne nous fait pas déterminer. Ça ne change pas le regard. Parce qu'on se dit, bon, alors pour nous, non, parce qu'on a l'habitude, mais en effet, pour d'autres professionnels qui ont moins l'habitude d'être confrontés à la maladie grave, oui, c'est sûr que ça joue. C'est sûr que l'âge joue, et plus les patients sont jeunes, plus c'est compliqué de lâcher. Voilà, mais c'est ce que je voulais dire. Mais il n'empêche que ça ne devrait pas rentrer en ligne de compte, entre guillemets. Parce qu'on peut très bien avoir envie de vivre 100 ans, même quand on en a déjà 95, ou au contraire, avoir juste envie de vivre quelques années en très bonne forme, et même si on a 30 ans. Bien entendu, non, mais j'entends tout à fait. Mais je pense que c'est pas la... Mais c'est sûr que c'est pas le même problème plus... éthique, parce qu'on se figure... C'est pas une problématique d'éthique, c'est qu'est-ce que nous on imagine de mieux pour les autres. Alors qu'en fait c'est à l'autre de décider. Oui. On lui propose, lui, elle refuse. Ouais, oui, c'est ça. Donc c'est à nous de respecter son refus. Pour le coup, la loi nous oblige maintenant à accepter ce refus tant qu'on l'est informé. Peut-être qu'elle aurait vécu, peut-être que je sais pas si elle est encore peut-être qu'elle a vécu jusqu'à 90 ans, 95, 95. Oui, mais est-ce que... Pardon, j'arrête. Avant cette loi, le médecin avait le pouvoir d'imposer le traitement? Presque, oui. Là, si vous ne faites rien, elle est sûre de mourir, alors que si vous faites quelque chose, elle peut vivre. C'est quand même c'est pas un choix de fin de vie tout à fait quand même. Parce que, non, parce que de toutes les façons, elle va mourir de son cancer. Oui, mais dans un cas, elle va mourir très vite. Dans l'autre cas, elle peut mettre du temps à mourir. Elle peut vivre encore un moment. Oui, mais quand même en soins palliatifs. Oui. Quand même avec une maladie grave, qui va évoluer et qui va lui donner des symptômes. Puisque
de perforation majeure ou PDM, c'est quoi C'est le scanner. Enfin, je suis désolée, hein, c'est un examen d'imagerie. Oui. Comment est-ce que les équipes elles présentent la chirurgie, notamment le risque? Est-ce que vous donnez aux patients un pourcentage de risque par rapport à son âge et à ses pathologies? Est-ce que vous exposez juste qu'il y a un risque de décès Ça dépend des équipes. Est-ce que vous avez une influence sur la décision du patient? Est-ce que la présentation de la chirurgie et des risques? Ouais. Ça dépend des équipes. Ça dépend des équipes. Clairement, si notre optique, c'est de respecter les souhaits des patients, on va aller chercher ce qui fait sens pour eux. Si notre objectif, c'est de faire un énième acte chirurgical, on va tout faire pour qu'ils soient décidés à faire de la chirurgie. Et jamais il y a l'optique d'économiser un acte chirurgical, justement, avec des patients aussi âgés? Nous aussi. Mais nous, en tant que professionnels habitués aux maladies graves. On essaye d'acculturer progressivement nos confrères aussi au fait de pouvoir respecter les souhaits des malades sans les chercher à tout prix à les faire changer d'avis. Après, c'est beaucoup mieux qu'avant. Mais, pardon, ce que vous disiez, que toutes ces problématiques, elles renvoient en fait à la dignité et donc au caractère humain des pratiques des soignants, des médecins. Et là, en l'occurrence, là aussi, c'est aussi, on imagine bien qu'en fonction des individus, des personnes qui discutent entre elles, la présentation est différente, la sensibilité est différente. Voilà. Ça reste. C'est pour ça que je parlais d'éthique tout à l'heure. S'il n'y a pas vraiment de. Enfin, vous disiez la loi, mais je ne sais pas si. Alors, la loi nous donne un cadre, c'est ça, un support. Mais après, chaque situation, en effet, va être différente. Alors, on doit aussi prendre en compte, donc c'est ce que je vous disais, obligatoirement la volonté de la personne malade, donc c'est ses souhaits, et on peut les écrire dans les directives anticipées. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces termes-là? Oui. Directives anticipées. Est-ce que vous savez ce que c'est un petit peu? Des prescriptions qui vous disent si ceci, faire cela. Alors, ce n'est pas des prescriptions parce qu'il faut être médecin, Non, mais en effet, des directives. S'il y a ceci, on fait cela. Oui, ça peut. On choisit, on hésite, on fait. Oui, c'est ça. En tous les cas, vous transmettez vos souhaits. Ouais. Il y a un modèle sur l'espace santé. Alors, il peut y avoir des modèles. Ouais. Le nouvel espace santé. Alors, il y a le Centre national de la fin de vie qui existe. Alors, peut-être sur mon espace santé, ça existe aussi. Moi, Ouais, je l'ai peut-être. fait là. Ah bah, très bien. Parce qu'il y a un modèle. Oui. Donc ça donne des idées. C'est ça. Ouais, ouais. Il ne faut pas penser à tout. L'objectif des directives anticipées, c'est de pouvoir transmettre vos souhaits en termes de traitement. En effet. Est-ce que vous savez un peu combien de pourcentage de Français ont rédigé leurs directives anticipées? 8%. C'est pas facile. C'est pas facile. Déjà d'imaginer qu'un jour on peut mourir et surtout de savoir ce qui est important pour nous à respecter. Et puis par anticipation, je veux dire, ça ne change rien parce que le moment venu, les choses ne sont pas les mêmes. On peut changer d'avis en plus. Ouais. C'est mieux tarder à le faire. Ou pas. Ouais, c'est ça. C'est vrai que les assurances, disons, pas les assurances, mais au moment du décès, il y a des quelques conseils, si on n'a pas d'assurance pour ça. Alors là, on est dans la prise en charge médicale. Les assurances, c'est encore autre chose. Mais il y a quand même des mutuelles qui demandent à les rédiger. Ah bah, c'est possible. Ouais. Après, vous n'êtes pas obligé. C'est pas du tout une obligation de les rédiger. Autant nous, professionnels, on a l'obligation de vous informer que c'est un de vos droits, que vous avez le droit de nous dire ce que vous souhaitez. Mais par contre, vous n'avez pas, vous, l'obligation de les rédiger. Par contre, quand nous, on sait que vous avez fait des directives anticipées, on a l'obligation de les suivre, sauf dans 2 situations. Si vous êtes en urgence vitale et qu'on ne sait pas que vous les avez rédigées, et si on pense que c'est de l'obstination déraisonnable ou qu'en tous les cas, les directives anticipées sont inadaptées. Et là, par contre, on ne peut pas décider tout seul qu'elles sont inadaptées. Il faut faire ce qu'on appelle une procédure collégiale. On doit être 2 ou 3 médecins plus une équipe à décider qu'on ne va pas répondre aux directives anticipées.
Donc c'est lourd quand même de ne pas suivre des directives anticipées. J'ai vécu une situation avec ma mère de 92 ans qui a été hospitalisée. À l'entrée de l'hospitalisation, on a donné un questionnaire avec une série de questions très techniques et on nous demandait, alors au départ on lui demandait à elle de cocher des choses, c'était invraisemblable, y compris dans la formulation, avec des doubles négations dans les phrases, c'était incroyable, et des termes extrêmement techniques, et moi j'étais incapable de répondre, pour elle encore plus, et en plus je sollicite l'infirmier qui était sur place et qui était incapable de répondre non plus. Pareil, il dit non, on va vous cocher tout, en fait, c'est incroyable. Et alors, est-ce que c'est ça les directives anticipées? Je sais pas. Après, il y a aussi en EHPAD, il y a les souhaits de fin de vie qui sont encore un peu différents des directives anticipées. C'est est-ce que vous souhaitez être hospitalisé ou rester sur la structure? Est-ce que vous souhaitez être enterré ou au contraire incinéré? Bon, ça dépend. Ce qui est sûr, c'est que dans la loi, les termes, c'est les directives anticipées, ça comprend que les traitements et les investigations médicales. Mais après, il y a plein de documents qui existent. Pour nous, on accompagne régulièrement des patients pour les rédiger. Et ce qui nous est important à recueillir, c'est ce qui pour eux fait sens dans leur vie, pour justement pouvoir répondre au maximum. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui nous mettent, par exemple, « je veux pas de tuyaux ». « Je veux pas de tuyaux », c'est très large. Est-ce qu'ils veulent pas d'oxygène? Est-ce qu'ils veulent pas de perfusion? Est-ce qu'ils veulent pas être sondés? Est-ce que c'est vraiment hyper large? Parce que par contre dire je veux pouvoir manger jusqu'au bout, disons que nous on va se dire on va pas lui mettre une sonde nasogastrique parce qu'il va pas pouvoir manger. Donc pour lui c'est pas respecter son souhait. Nous on préfère plutôt partir de ce que les patients souhaitent pour pouvoir justement répondre le mieux possible à leurs souhaits. Alors, ça, c'est les directives anticipées. Alors, la personne de confiance... On parlait de la dernière question, l'AVC de 85 ans, là. Je vais jamais avoir le temps de finir. Alors, un patient de 85 ans, hospitalisé pour un AVC sévère. Un AVC sévère, c'est un accident vasculaire cérébral. Donc, en fait, c'est une artère ou une veine dans le cerveau qui se bouche. Et donc, ça donne des grosses complications neurologiques. Parfois, ils ne peuvent pas parler, ils ne peuvent pas manger, parfois, ils ne peuvent pas bouger, marcher, voilà, c'est ça. Donc, compliqué de troubles de conscience et de troubles de la déglutition. Donc, la conscience, c'est qu'en gros, ils ne sont pas en capacité de s'exprimer. Ils se posent la question de mettre en place, se posent la question de mettre en place une sonde nasogastrique, donc pour le coup, c'est un tuyau pour alimenter de manière artificielle la personne. Donc on met un tuyau qui va jusque dans l'estomac pour lui mettre l'équivalent de la nourriture pour qu'il soit alimenté par là. Et alors comment est-ce qu'on pourrait recueillir les souhaits d'une personne non communicante? Comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'elle a fait sa directive anticipée? Est-ce qu'elle a cherché si elle a fait ses directives anticipées? Voir avec l'entourage. Ouais. Elle n'est pas paralysée. Elle n'est pas paralysée, là en fait elle est tellement inconsciente qu'on ne peut pas savoir. Voilà, oui. Vous l'avez rencontrée avant? Et quels sont les bénéfices? Ça peut. Et quels sont les bénéfices d'une pose de sonde? Qu'est-ce qu'on va gagner? C'est ça, ouais. Bon là j'étais pas là-dessus, mais oui, c'est ça. Ouais. En gros, en effet, l'objectif c'est d'essayer d'aller voir, d'aller discuter avec les personnes qui la connaissent, justement pour savoir quels étaient les souhaits de la personne. Nous, on ne va pas décider parce que on la connaît que depuis qu'elle est malade, mais peut-être que son médecin traitant, peut-être que l'infirmière qui venait chez elle, ou peut-être que justement son aide ménagère a pu recueillir justement les souhaits de la personne. Peut-être qu'elle disait moi je veux guérir et vivre le plus longtemps possible, ou au contraire dire non, moi j'ai ma sœur qui déjà a été longtemps en institution, je ne veux pas être comme elle. Oui. Et si par exemple personne n'est au courant de rien, du coup c'est à vous de prendre la décision. Ouais. Et du coup c'est quoi la première décision souvent? La première décision que vous prenez? La première décision, en fait on va repartir de la gravité de la situation. Est-ce qu'on pense qu'il y a vraiment beaucoup de risques de décès, ou est-ce qu'on pense qu'au contraire elle va pouvoir vivre avec une qualité de vie plutôt adaptée? On arrive quand même généralement à savoir un petit peu ce qui se passait pour cette personne. C'est extrêmement rare de rien savoir du tout. Ouais. Est-ce que la personne souffre? Ouais, c'est une question. Parce que je vais voir comme un problème de cœur, Oui, ça peut. Savoir aussi qu'elle est quand même perte.
Et puis savoir aussi quels bénéfices on attend de cette pose de sang. C'est ça, exactement. Ça, c'est la question d'après. C'est ça. Ouais, ouais. La question d'après, justement, c'est de savoir s'il y a un bénéfice. Pas de problème. Juste, je vous parle un petit peu de la personne de confiance. Je vous parle des choses les plus connues quand même, parce que la personne de confiance, je pense que vous en avez peut-être tous entendu parler. Donc, c'est une personne que vous devez désigner. C'est à vous de choisir. C'est pas obligatoire. Son rôle, c'est l'objectif de la personne de confiance, c'est de pouvoir vous aider dans les décisions médicales. Donc, généralement, c'est une personne qui va vous accompagner aux consultations pour comprendre aussi en même temps que vous ce qui vous arrive et qui va pouvoir transmettre, si jamais vous n'êtes plus en capacité de communiquer, qui va pouvoir justement transmettre au médecin vos souhaits. Donc, cette personne de confiance, elle a un rôle qui est quand même important, justement pour pouvoir vous aider, parler avec vous de vos inquiétudes, de vos souhaits. D'accord ? Donc, nous, on propose généralement de pouvoir avoir une personne de confiance, mais c'est sûr qu'on a un rôle d'information important pour pouvoir expliquer le rôle de la personne de confiance. Maintenant, il faut que la personne donc, qui est nommée, soit au courant et signe le document de la personne de confiance, alors qu'avant, ce n'était pas obligatoire, donc on avait plein de personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient personnes de confiance. Donc quand on va leur poser des questions après, c'est un petit peu compliqué pour elles de répondre. Ouais. Est-ce qu'on s'arrête là ? Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je regarde ce que j'ai pas eu le temps de dire. Je vous remercie, enfin moi perso, je vous remercie. Je vous félicite parce que c'est pas sous forme de conférence, vous avez fait ça, sous forme de vraiment de dialogue et d'échange avec les partenaires. Avec les... Ah bah tant mieux. Tant mieux. C'est original et ça met de la vie dans votre discours. C'est l'objectif. Ouais. C'est marrant parce qu'on n'a pas du tout évoqué la fin de vie en fait. Ah oui. C'est bien. Ouais. Enfin bon, c'est pas très rassurant non plus parce que si vous dites que vous avez que 8 lits de soins palliatifs, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté des soins palliatifs. Ouais. Faut réserver le temps. Le court séjour, du court séjour, on considère que c'est 15 jours d'hospitalisation en moyenne. Ah non. C'est qu'ils restent hospitalisés 15 jours chez nous. Ça, c'est une moyenne. Ça demande beaucoup de personnel aussi. Oui. Ouais. Différentes disciplines. C'est ça. Tout ce qui est... Ça fait un rêve un peu. Un rêve ? Oh bah non, c'est bien réel quand même. Que pour 8. Ah, que pour 8. Oui, c'est vrai. Mais dans chaque service, que ce soit en pneumologie ou en oncologie, il y a au moins un lit qui est dédié à ça ou pas? Pas forcément. Non. Après, les soignants sont quand même formés aux soins palliatifs et puis nous, on intervient, je dirais, presque quotidiennement, par exemple, dans les services où il y a une forte population en soins palliatifs. Ça veut dire concrètement on n'a pas abordé la fin de vie, mais et l'euthanasie, mais c'est vos services, votre service potentiellement, si un jour il est décidé que l'euthanasie soit autorisée, en France, c'est dans les services de soins palliatifs. C'est une très grande question, ou pas. Nous, on essaye d'éviter que ça soit légalisé. Parce qu'on voit bien que nos patients, ils ne sont pas dans cette demande-là. Nos patients, ils demandent à vivre, ils ne demandent pas à mourir. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, généralement, on a à peu près 5 demandes par mois de patients qui nous demandent l'euthanasie. Et après qu'on ait réussi à calmer leurs symptômes, après qu'on ait réussi à reprendre avec eux leur projet de soins et surtout leur projet de vie, en fait, ces demandes, elles s'estompent. Et on en a 1, 2 par an maximum qui restent jusqu'à leur décès avec une demande d'euthanasie. Et c'est vraiment que c'est extrêmement rare, en fait. Et nous, on a très peur que si on légalise l'euthanasie, en fait, qu'il y ait des personnes qui n'aient pas vraiment souhaité ça, qui soient euthanasiées pour je sais pas... Pour libérer des vies. Alors,
Ça, c'est ce qu'on se dit nous, mais c'est pas très politiquement correct. Mais en tous les cas, pour soulager les souffrances des familles, mais il y a plein de patients qui nous disent, pour éviter de coûter trop cher à la société ou parce qu'ils perdent leur sens de la vie, quoi. Alors que finalement, si cette porte reste fermée, en fait, on arrive à faire plein de choses pour soulager les patients et qu'ils reprennent un peu goût à la vie, en fait. Le problème, c'est qu'on connaît pas mal de gens qui n'ont pas une sédation suffisante avant la mort. Avec des souffrances, quoi, c'est ça. Des choses atroces et récentes. Ah ben oui, non, mais j'imagine bien, mais c'est ce que je vous ai dit, on ne peut pas suivre tout le monde. Désolée, mais il va falloir qu'on s'arrête pour des raisons techniques. Si on veut boire un verre, après à 22h, c'est terminé, puis il y a des élèves qui doivent être à 9h30 couvre-feu. Donc moi je propose qu'on applaudisse quand même.